Bonsoir. En France, la route, pardon, non pas la route, mais nous tous, conducteurs d'automobiles, de motos, de deux roues, nous tuons, nous blessons, et plutôt plus que dans les pays voisins. Alors aujourd'hui, l'insécurité routière est devenue cause nationale, on le sait, et il y a un mieux, effectivement, 17 000 tués sur nos routes il y a 30 ans, 5 000 l'an passé. Avec des bémols, les jeunes sont encore trop nombreux en proportion à être auteurs ou victimes d'accidents. La région parisienne, et notamment des départements comme les Hauts-de-Seine ou les Yvelines, contrairement au reste du pays, ont connu l'an dernier une hausse sensible du nombre de morts. Et puis les motos continuent toujours à payer le prix le plus lourd, puisque vous avez 10 fois plus de risques d'être tué ou blessé lorsque vous enfourchez un deux roues que lorsque vous montez en voiture. Alors pourquoi ? Élément de réponse avec ce reportage de Daniel Bouygues, qui a notamment rencontré un de ces motards accidentés en rééducation à l'hôpital de Garches dans la région parisienne. Tout le monde devrait faire un passage soit à Garches, soit dans un autre hôpital lié à la rééducation, enfin spécialisé dans la rééducation neurologique, pour pouvoir comprendre ce que c'est qu'un accident de la route, ce que sont les conséquences d'un accident de la route, car ça arrive toujours à son voisin, mais quand ça nous touche de plein fouet, c'est complètement différent. C'était une fin de journée de janvier. De retour de son lieu de travail en moto sur un parcours qu'il connaît bien, Julien heurte une voiture qui croise sa trajectoire. La vitesse des deux véhicules est réduite, le choc, lui, est très violent. Vous embêtez pas pour moi. Ce n'est pas forcément quand on prend le plus de risques qu'on est le plus en danger. C'est arrivé à 500 mètres de chez moi sans que je m'en rende compte. Et on se sent à l'aise dans l'environnement qu'on peut connaître. Et c'est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, le quotidien de Julien, ce sont des heures et des heures de rééducation pour réapprendre à vivre avec ce corps meurtri, ses jambes inertes. Son optimisme, sa joie de vivre communicative ne l'empêche pas d'analyser avec lucidité les raisons de son accident. Face à des situations d'urgence, je ne pense pas qu'on soit capable de toutes les maîtriser. J'étais expérimenté, c'est-à-dire qu'à force de se faire des frayeurs, on apprend, mais peut-être pas assez, quoi. Peut-être pas assez. Même au bout de X années de permis, je ne pense pas qu'on le soit assez. On ne l'est jamais assez. Au travail, dans le sport, chez soi, médecins et personnels soignants savent bien que le corps est fragile, exposé au traumatisme. Un domaine semble pourtant mieux sécurisé aujourd'hui, la route. Alors que tout est fini, vous continuez à bosser. Mais j'ai fait ma quitter, elle arrête bien. Ouais. Bah, montrez-nous comment vous marchez. On n'a pratiquement plus d'accidents de la route et on a perdu probablement 40% de notre activité en accident de la route. Par contre, pour les deux roues, on garde malheureusement une quantité très importante de blessés, qui sont souvent des blessés très graves, auxquels s'associent des lésions thoraciques, des lésions nerveuses, des lésions articulaires, plus des lésions du traumatisme crânien et des lésions de la moelle épinière. Donc ces gens-là, malheureusement, n'ont pas disparu et occupent encore une grande partie de nos accidents de la route. Alors, ma nouvelle vie, l'ascenseur, mon meilleur ami. Quand j'en vois qui peuvent faire du scooter ou de la moto en costume l'été, déjà avant ça m'hérissait les poils, mais aujourd'hui encore plus, quoi. Il y a l'ivresse aussi, hein, de la vitesse, quoi. Des fois on est pris et puis c'est emballant. Il y en a aussi qui s'amusent pas mal à faire les cons, puis arrêter de faire les cons sur les routes. Le temps de la rééducation physique, c'est aussi celui des 1001 questions sur la responsabilité de chacun. Une étude européenne indique que les automobilistes sont à l'origine de la moitié des accidents impliquant des deux roues que la plupart du temps, ils n'avaient pas vu venir. Mais à responsabilité égale, entre 2 et 4 roues, les conséquences des accidents, elles, sont loin d'être identiques. Sur un deux roues, on est plus fragile. Le danger, c'est de l'oublier. Qu'est-ce que vous craignez le plus là? Vous allez prendre la moto. Quelle est votre appréhension? Il y en a. D'abord, j'ai pas d'appréhension, heureusement, parce que ça j'arrêterai la moto, je pense. Là où je vais faire attention, c'est évidemment l'état de la route, surtout en ce moment. On perd 80% d'adhérence quand il pleut, donc les rues, le goudron est gras en plus. Et après ça, extrêmement attention à mon environnement, comment les autres vont réagir. Pour Henri, qui enfourche quotidiennement sa moto depuis 10 ans, l'une des causes des accidents de deux roues, c'est l'état des équipements routiers. Pour en convaincre les automobilistes, il a sa méthode très pédagogique.
une invitation à un parcours urbain ou plutôt à un slalom entre les portes du danger. Alors la première chose à faire attention ici, c'est qu'il y a des raccords de goudron qui sont juste là à gauche. Et ça, c'est des patinoires quand il pleut. Les plaques d'égout au milieu, il faut que je fasse gaffe. Et je prends de l'espace pour les voitures au cas où la porte s'ouvre, systématique. Voilà, cas typique, on arrive sur un rond-point, il y a des jolis pavés qui sont très jolis, tout bourrelés, mais ils sont glissants. Quant à la relation automoto, Henri veut chasser l'image d'Épinal du jeune motard rebelle, égoïste sur le macadam et volontiers amateur de sensations fortes. Animateur de la Fédération des motards en colère, la FFMC, il se présente comme un usager de la route responsable. Motard lambda, j'ai envie de dire, il a 40-45 ans, il est marié, il est père de famille, à 90% il a une moto, une voiture. Donc forcément, quand il est sur sa moto, il sait aussi ce qui passe dans la tête des automobilistes qui croisent, qui doublent ou qui le doublent. La FFMC revendique une meilleure formation à la conduite moto et la multiplication des circuits sécurisés réservés au plaisir de la vitesse. Mais on le sait, c'est la conduite au quotidien qui présente tous les dangers, comme les si redoutés glissières métalliques qui blessent en cas de chute et le frôlement des guidons et des carrosseries. Là c'est depuis 10 ans, doublement du parc de 2 roues motorisé sur Paris. Et c'est vrai que la circulation sur le périph', petit à petit, ça s'est fait naturellement. Entre la deuxième et troisième file, ou troisième et quatrième, avec les automobilistes qui sont sympas et qui se servent bien à gauche, sur la voie extrême, et bien à droite, le plus souvent, sur la partie interne. On a un espace restreint à partager. On a l'impression que c'est plutôt une lutte de la jungle qui est due parce qu'aujourd'hui, on n'inculque pas et on ne communique pas assez sur cette nécessité d'être serein pour bien partager. Voilà, je vous demanderai à tous et à toutes de réagir sur ce premier thème, qui est quand même le problème posé par les accidents beaucoup plus lourds, beaucoup plus graves, auxquels sont exposés les conducteurs de motos, de 2 roues. Julien Soquet, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Vous êtes actuellement en rééducation à Garches. Tout à fait. Vous avez été victime d'un accident de moto. Oui, il y a 3 mois. Il y a 3 mois. D'abord un mot peut-être sur les perspectives. Est-ce que vous savez à peu près ce qui vous attend? Perspective médicale. Écoutez, aujourd'hui, personne ne sait quel sera mon avenir. Seul le temps pourra me le dire. Dans ce reportage, différents termes sont utilisés en ce qui concerne l'usage de la moto. Bon, alors il y a le motard chauffard, c'était pas votre cas? Du tout, non. Moto passion? Non plus. La moto est un moyen de locomotion extrêmement facile, extrêmement efficace. Au niveau temps, surtout, un gain de temps extraordinaire. Vous n'étiez pas un novice? Non, du tout. J'ai eu mon permis en 96. Donc, quand même une expérience en moto qui est assez importante par rapport... Donc, ni un prudent, ni un fou de vitesse, ni un novice? On est souvent grisé par la possibilité d'aller vite avec son engin. Je dois avouer que les limitations de vitesse m'étaient un peu, pas inconnues, mais on dépasse toujours un petit peu. Mais j'étais pas un fondu de moto, un passionné de moto comme certains le sont. Et vous l'expliquez dans le reportage, ça s'est passé en fait sur un trajet que vous connaissiez bien. Un trajet quotidien. Très proche de mon domicile. Ouais. Aujourd'hui, bon, on ne peut pas revenir en arrière bien sûr, mais les leçons que vous en tirez de cela, c'est-à-dire finalement vous dites finalement la moto dans un environnement urbain, c'est trop dangereux? C'est un environnement global, on ne peut pas dire que... Enfin, bien sûr que c'est dangereux. Pas dans l'environnement routier actuel. Traverser la rue, ça peut être dangereux aussi. Tout type d'accident peut intervenir n'importe quand, n'importe comment. Donc, et on ne pense pas à la chute quand on monte sur sa moto, à moins d'en avoir fait une grosse et de remonter dessus. C'est dangereux, mais on n'en prend pas forcément conscience à chaque fois qu'on monte sur son véhicule. Qu'est-ce qui aurait pu peut-être comme ça éviter votre accident ou le rendre moins grave? Tout ce qui est sécurité passive sur le véhicule, enfin, notamment au niveau de l'équipement du motard, parce que j'avais pas de dorsale, et ça je conseille à tout bon motard d'en avoir une, car ça peut éviter certaines liaisons qui sont aujourd'hui irréversibles. Donc surtout l'équipement du motard qui est essentiel, même pour un scooter, un 125, un gros cube, c'est l'essentiel, l'équipement. C'est la seule protection qu'on peut avoir, surtout. Rémi Hetz, bonsoir. Vous êtes délégué interministériel à la sécurité routière. Qu'est-ce que vous inspire le témoignage de Julien?
Eh bien, beaucoup d'émotions parce que la question de l'accidentalité des conducteurs de deux roues motorisés est pour nous vraiment aujourd'hui l'une des premières, si ce n'est la première préoccupation. Il faut voir que notre pays a beaucoup évolué. On est passé de 8000 morts à 5000 morts pratiquement en l'espace de 3 ou 4 ans. Mais le bilan concernant les conducteurs de deux roues motorisés, les motards notamment, eh bien lui, s'est alourdi plutôt, notamment sur les blessés. Donc nous ne pouvons nous en satisfaire, nous ne pouvons pas l'accepter. Alors, que faire en termes de prévention? Il y a bien sûr des solutions, comme l'équipement qui vient d'être mentionné. Il y a surtout, je pense, la question du rapport à la règle. Et ce qui a fonctionné... Pour être clair, rapport à la règle, respect des limitations de vitesse, respect des règles, ne pas se faufiler. Respect des règles, ça veut dire les principales règles du code de la route, notamment la question de la vitesse, la question de l'alcool aussi. Je donne simplement un chiffre. On a fait une étude sur les accidents et on est arrivé au constat suivant. Si les limitations de vitesse étaient respectées aujourd'hui par les motocyclistes, par les motards, eh bien, on éviterait plus d'un tiers des accidents mortels. Ce qui a fonctionné, ce qui a donné des résultats pour les automobilistes doit marcher pour les autres catégories d'usagers. Et moi, je suis persuadé que la solution passe par une évolution donc, de ce rapport à la règle. Alors, ça, c'est le premier point. Moins d'accidents, d'accidents dangereux en moto si les motards respectaient les limitations de vitesse. Henri de Voguet, vous présidez de la Fédération française des motards en colère. Hein. Oui, j'ai du mal à entendre la situation des motards se dégrade. Je voudrais juste rappeler deux chiffres. 1997, 700 000 roues motorisées en France. Aujourd'hui, on est à presque 1,5 million, doublement du parc. Stabilité du nombre de morts. C'est déjà trop, c'est toujours trop, c'est 900. Une année 2000, l'année dernière, qui a été très meurtrière, on le sait, il a fait beau, notamment. Mais globalement, on ne peut pas dire que les motards n'ont pas fait d'efforts. La deuxième chose, c'est l'étude européenne sur l'accidentologie, MEDS, qui fait référence aujourd'hui en matière d'accidentologie de roues, dit deux choses. La vitesse d'un accident, et malheureusement, tu en es l'exemple parfait, en cycle urbain, c'est moins de 50 km/h. Moins de 50 km/h, à 75% des cas. Et dans 75% des cas, c'est un problème de ce qu'on appelle le tourne à gauche, c'est-à-dire une voiture, un camion, un bus, etc., un 4 roues plus, qui effectue un virage à gauche et qui heurte, tout se fait heurter par un deux roues motorisé parce que le deux roues motorisé n'a pas été vu. Henri de Voguet, Julien Soquel disait, il avait plutôt tendance, même si c'était pas fou de la vitesse, poussé par le moteur de la moto, si je puis dire, il ne respectait pas les limitations. Pas tout le temps. Hein. Voilà. Et puis on l'a vu d'ailleurs dans le reportage, vous voyez l'autoroute, avec toutes les files de motos qui sont entre les voitures. Théoriquement, c'est interdit. Il n'y a rien dans le code de la route. Ce qui est interdit dans le code de la route, c'est le dépassement par la droite. La remontée de fil en tant que telle n'est pas spécifiée. Serge Morelli, vous présidez une autre association de conducteurs de moto, le Club 14. Oui, alors juste une petite réaction. Je crois qu'on est tous autour de la table ici avec le même objectif. C'est qu'on ne peut pas supporter le nombre de tués qu'il y a aujourd'hui en moto. Et qui voilà, ça c'est de toute façon trop. À partir de là, et pour reprendre les propos qui ont été tenus tout à l'heure, il y a une règle, pour moi, elle s'applique à tous. Le sujet qu'on a derrière, c'est par contre, peut-être qu'insuffisamment, on reconnaît le motard en tant qu'entité vulnérable sur la voie publique. Quand vous dites on, c'est l'automobiliste ? L'automobiliste, les différents usagers de la route, les instances gouvernementales également, en termes d'évolution de la règle. On parlait tout à l'heure. Moi, je pense que sur les excès de vitesse, il ne faut pas se leurrer, la loi doit s'appliquer à tous. Maintenant, sur le sujet de la remontée de fil, il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est que pour le motard, quand on est pris dans un embouteillage, le seul moyen qu'il a de se protéger d'un choc arrière, c'est aussi de se mettre entre deux files de voitures. C'est-à-dire qu'on peut être contre le fait que les motards se faufilent entre les voitures à des vitesses rapides. Par contre, à l'inverse, quand on est pris dans un embouteillage, et que si on respecte scrupuleusement le code de la route, qu'on se met derrière une voiture, et qu'on est pris entre deux voitures, et à ce moment-là, on a un risque de choc arrière très important. Alors bien sûr, on va dire, le nombre de tués qui est lié au fait des gens qui utilisent la remontée de fil, et les moins de 1% ou de l'ordre de 1%. Ceci étant, c'est une voie d'évolution qu'on doit avoir. Donc, sans doute oui au respect de la règle quand elle s'applique à tous, mais oui aussi à l'évolution de la reconnaissance des motards sur la voie publique. Alors, Bernard Darny, je vous demanderai dans quelques instants de réagir, mais juste peut-être, puisqu'on a souvent évoqué les autorités, une réaction sur ces points qui ont été évoqués. Ramiette. Oui. La règle, elle doit être la même pour tous. Règle mal adaptée pour les motos.
Oui, alors c'est en effet la question sensible, difficile, objet de nombreux débats actuellement, des remonts de fil. Il faut savoir que ces remonts de fil effraient beaucoup les automobilistes parce que la peur aujourd'hui, notamment sur le périphérique de beaucoup d'automobilistes, c'est de provoquer, malgré eux, un accident et un accident grave. Donc, il faut sûrement trouver des solutions pour arriver à un meilleur partage de la voie. Mais encore une fois, plutôt que d'aller sur les questions d'imputabilité de l'accident, dire c'est la faute à, plutôt que d'aller vers des revendications sur des règles dérogatoires, il faut, je pense, revenir à l'essentiel. Et l'essentiel aujourd'hui, encore une fois, c'est le respect des règles du Code de la route telles qu'elles existent. Bernard Darniche, évidemment vous êtes connu, vous êtes ancien pilote et vous spécialiste justement de cet apprentissage de la conduite. Je ne suis spécialiste de rien, j'essaie d'avoir un regard, tout le monde a son avis et c'est très difficile d'avoir la certitude, d'avoir le raisonnement juste, parce que c'est un phénomène sociétal plus que mécanique même. Moi, je me pose une question simple, à qui la faute si tous ces gens prennent des motos ? Est-ce que ce ne serait pas la mauvaise organisation de nos transports collectifs qui pousse les gens aux alentours des grandes villes à prendre des engins qui puissent stationner facilement, parce qu'on a supprimé quasiment tous les parkings, je parle dans Paris, c'est quasiment une posture politique, et on oblige par là même à tous ces jeunes à se servir de la moto. Je pense qu'en ce moment, avec un hiver comme nous l'avons eu, tous les gens qu'on voit en moto se geler, se mouiller, c'est quand même pas par un plaisir pervers qu'ils prennent la moto. C'est parce qu'une mauvaise organisation de nos transports au quotidien amène une non-sérénité du transport individuel. Ce qui expliquerait éventuellement une surmortalité ou suraccidentologie de la région parisienne. Hein. C'est une des explications. Il ne s'agit pas de demander des passe-droits, il s'agit juste de reconnaître qu'on a un espace qui existe surtout en ville et qui est restreint. Il faut le partager entre les camions, les voitures, les cyclistes, les piétons et les deux roues motorisées. Il ne s'agit pas de demander des règles dérogatoires, il s'agit juste de dire chaque accident a des causes particulières et multiples. Et Julien l'a bien dit, une des problématiques qui se posent, notamment, par exemple, c'est l'aggravation des conséquences de l'accident parce qu'il y a un mauvais équipement. Regardons la pub qu'on vient de voir. C'est très intéressant de voir que dans toute une partie du sujet, et même si cette pub est bien dans le message qu'elle dispense, mais toute une partie du sujet, le conducteur de scooter n'a aucune protection, il est nu, et il termine sa course en costume cravate, c'est-à-dire qu'il est virtuellement nu. Il n'y a aucune protection, il faut l'intégrer ça aussi, ça fait partie du débat. Comme le respect de la règle, c'est évident, et comme l'évolution de la règle, notamment pour la question des remonts de fil, qui doit être enseignée pour qu'on arrête d'en avoir peur, justement pour ça. Bon. Claude Gau, vous êtes, on le sait, un des spécialistes justement des études de prévention ou de conduite d'ailleurs dans des états limites, ou dangereuses. Votre réflexion sur ce rapport moto-auto? Parce que j'ai fait beaucoup de motos, je crois qu'il faut être très pratique. Il y a deux problèmes assez différents. C'est vrai, la circulation en ville dans des zones de forte densité d'occupation des rues. On voit ça à Paris, mais on le voit aussi sur la Côte d'Azur, à Nice, à Marseille. Et là, je crois qu'il y a une difficulté réelle parce que dire on va organiser le passage entre les fils, entre en gros la file de gauche de voiture et la file médiane ou les deux files de droite, je pense que si on l'accepte, on va augmenter la mortalité des motards parce que les autres pays ne le font pas. Et dans l'ensemble, ils ont de meilleurs résultats. La mortalité de roues en Allemagne, il y a beaucoup de motos en Allemagne, est relativement plus de la moitié plus faible qu'en France. Donc il y a bien une question. Mortalité des motos en Allemagne, c'est la moitié. Oui, mais je parle relatif, le risque relatif. C'est-à-dire quand on fait un certain nombre de kilomètres en France, on a un risque qui est plus élevé. Donc ce risque est particulier en agglomération dense, mais on a également un problème majeur de respect des règles et en particulier de respect de la vitesse hors agglomération avec, quand on étudie des centaines de procès-verbaux d'accidents mortels, on est frappé par la fréquence avec lesquelles ces excès de vitesse apparaissent. Juste deux exemples. Dans les semaines précédentes, à Nice, sur la moyenne corniche, deux motards qui font la course sur la moyenne corniche, peut-être 140, 150 à l'heure. Les deux rentrent ensemble dans le même véhicule qui faisait un tourne à gauche. L'un est tué, l'autre est blessé gravement.
Là, on est vraiment uniquement avec l'excès de vitesse. Et la semaine d'avant, à Cannes, dans la nuit, un motard à très grande vitesse a également trouvé la mort. Donc on est tout de même avec un élément qu'il faut rappeler, c'est que les motos vont trop vite, elles poussent à la faute et qu'on ne peut pas faire respecter des règles avec des instruments qui sont conçus pour ne pas les respecter. Alors, sur ce point justement, sur le fait qu'il y a trop de blessés et de morts en moto, sur le rôle de la vitesse. De toute façon, écoutez, beaucoup d'automobilistes, sans être anti-motards, constatent, quand ils respectent la limitation de vitesse à 50, à 80, à 90, qu'ils sont doublés par des motos. Serge Morelli, donc ça veut dire quand même qu'il y a quand même un certain nombre de motards qui ne respectent pas la limitation de vitesse. Je crois que sur le sujet de la vitesse, j'ai été très clair. Je pense que cette règle-là s'applique à tout le monde. Et on n'a pas d'état d'âme vis-à-vis de nos adhérents pour le répéter. D'ailleurs, à titre d'exemple, on édite, nous par exemple, on participe à des éditions de balades en moto, parce qu'on préconise ça, c'est plutôt ça, le plaisir en moto, et vous pouvez le faire à des vitesses limitées. Mais je voudrais reprendre ce qu'a dit M. Gau, c'est-à-dire que je crois qu'on peut faire évoluer la règle. Je reste persuadé qu'on peut la faire évoluer indépendamment du respect de la limitation de vitesse, qui pour moi n'est pas un sujet. Je veux dire, il y a des expériences européennes, que ce soit en Belgique ou en Hollande, sur les remontées de fil. Sachons aussi montrer qu'on est capable de faire évoluer la règle. Parce qu'encore une fois, et je pense qu'on n'a pas forcément bien conscience de ça, c'est un moyen pour le motard de se protéger. Si jamais on ne le fait pas respecter, dans des embouteillages, vous allez provoquer vraisemblablement beaucoup plus de risques de choc arrière qu'on en a aujourd'hui. Et pour avoir fait de la moto, vous en avez fait certainement. Aujourd'hui, on le fait dans un flux de trafic qui est beaucoup plus dense qu'avant. Et cette densité de trafic fait qu'on encourt beaucoup plus de risques de ce point de vue-là. Donc je pense qu'il faut ménager des ouvertures de ce point de vue-là. Et plus on ménagera des ouvertures de ce type-là, plus on se fera aussi respecter par la population des motards qui sera plus enclinte à respecter les limitations de vitesse. Rémi Hetz, peut-être rappelez-nous ce qu'on appelle le coût humain en termes d'accidentés, de blessés, de la moto, par rapport aux autres types de véhicules. Eh bien, aujourd'hui, pour donner un chiffre très simple, c'est le quart des tués. C'est-à-dire que pour 5000 victimes en 2005, il y a eu 1300 conducteurs de deux roues motorisés. Combien de motos ou de deux roues par rapport au nombre de... Et le parc, si vous voulez, si on raisonne en termes de part dans la circulation, on est sur des chiffres très bas, parce que le trafic de roues représente moins de 3% du trafic global. Donc un phénomène de surreprésentation extrêmement marqué, très fort, avec dans les victimes beaucoup de jeunes, malheureusement. Je voudrais quand même revenir sur cette question des règles. Peut-être faut-il les faire évoluer. Et nous ne sommes pas fermés à ces réflexions. Seulement, ce que nous souhaiterions, c'est quand même voir les choses évoluer sur la vitesse. Parce que nous avons un observatoire et nous mesurons les vitesses au quotidien. Ce que nous avons vu, c'est que la baisse moyenne de vitesse des automobilistes a conduit à des résultats spectaculaires sur l'accidentalité. Bon, presque inespérés d'ailleurs, inenvisageables pour certains. Eh bien, si l'on voyait un début, une amorce de baisse pour les deux roues motorisées, je pense qu'on serait sûrement plus enclin, plus ouvert à ce type de réflexion. Donc, alors, on aimerait vraiment que les choses bougent et que le comportement évolue. Alors à propos des deux roues, vous avez tous évoqué à la fois le problème de la vitesse, du respect de l'autre, de la conduite, la cohabitation auto-moto. Autre chose, également un point important qui concerne l'ensemble des conducteurs et qui est souvent évoqué, c'est la qualité de la formation, l'apprentissage de la conduite. On considère que c'est un des éléments clés de la sécurité routière. Depuis quelques années, l'introduction du permis à points, puis il y a d'autres projets, a instauré un système où les conducteurs ayant commis trop d'infractions doivent suivre des stages afin de regagner leurs points perdus. Alors comment ça se passe ? Est-ce que c'est efficace ? Reportage de Corinne Bianrosa et Jean-Paul Cueff. Est-ce que l'accident était évitable ? Oui. Est-ce qu'il était prévisible ? Non. Est-ce qu'il était fatal ? Non. Ce sont en majorité des hommes. Ils sont de tous âges et de toutes catégories sociales. Ils ont tous la même angoisse, perdre leur permis de conduire. Elle n'avait pas été préoccupée par... Peut-être que si chacun n'était pas dans sa bulle de ce matin, c'est la 406. Si peut-être chacun s'intéressait un petit peu plus à l'autre, bien. Moyennant 230 à 260 €, les stages de sensibilisation leur donnent la possibilité de récupérer 4 points tous les 2 ans. C'est aussi parfois l'occasion d'une véritable prise de conscience. Oui, mais le véhicule, est-ce qu'on a des choses à... On prend cette formation comme une sanction, alors qu'on découvre au fil des 2 jours que c'est plutôt, elle a plutôt vocation d'être pédagogique et de casser, je dirais,
des images préconçues que chacun d'entre nous avons dans notre intérieur, et c'est plutôt positif. Il y a un point précis qui m'a marqué, c'est que déjà, la plupart du temps, dans les statistiques, c'est que les accidents, on se les fait tout seul. Donc c'est pas forcément l'autre. Or, en déplacement professionnel, on est souvent tout seul, souvent tôt ou tard sur l'autoroute, donc la prise de conscience, c'est que je me considère maintenant, je sais que je suis exactement pile poil dans les statistiques des gens qui ont des accidents. Je dépasse deux véhicules, oh là je devrais peut-être me rabattre. En 2004, le nombre de points retirés était en hausse de 40%, celui des participants au stage de plus de 90%. Les récidives sont de plus en plus fréquentes. Aujourd'hui, l'idée du permis acquis à vie disparaît au profit d'une autorisation à conduire soumise à des règles plus strictes. Il y a quand même des choses qui ont beaucoup changé. L'œil de la société a changé, la culture, les normes sociales ont évolué. Aujourd'hui, l'opinion publique, aidée des médias, donc, porte vers un comportement plus apaisé au niveau de la route, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Oh Nicolas, on a mis le pas, Nico! Depuis qu'il y a je dirais qu'il y a les radars automatiques, moi, pour celui qui roule beaucoup, moi je travaille au téléphone toute la journée, c'est vrai que le permis à points, on peut perdre son permis, je vais dire, en une semaine, quoi. Actuellement, on est dans une phase où il y a une répression qui fait qu'on travaille beaucoup sur la peur du gendarme, le côté répressif, etc. Est-ce qu'on peut continuer comme ça très très longtemps sans arriver à un ras-le-bol, ce qu'on entend déjà actuellement? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que au niveau des autorités, il va falloir qu'on lève un petit peu le pied? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va revenir au comportement d'avant ou pas? Ou est-ce que faire de la répression pendant 5-6 ans au niveau d'une population, est-ce que ça va être suffisant pour arriver à un niveau, on va dire, d'éducation? Ça, je ne le pense pas. Arrête! Ça va, toi? Moi, mon permis, j'ai souffert pour l'avoir. J'ai resté 1 an. En plus, je sais ni lire ni écrire. Pour l'avoir, c'est difficile. En plus, je sais conduire bien. Je ne suis pas un pilote, mais je sais quand même à conduire. Qu'est-ce qui va changer dans votre comportement à l'issue des 2 jours? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer quand même? Je veux rouler moins vite et je respecte un peu plus de trucs. Je fais plus de bêtises et j'essaie de garder mes points. Ça va, toi? Le fait de se déplacer dans la vie, c'est tellement important, ça représente tellement de choses socialement que lorsque des personnes ont plus cette possibilité-là, ils n'ont plus rien à perdre. Donc du coup, ils sont prêts à prendre tous les risques et à conduire sans permis. Oh Nicolas, on a mis le pas, Nico! Arrête! Ça va, toi? Ça va, toi? Oui, c'est bon, ça va, t'inquiète pas, je maîtrise, hein, t'inquiète pas. Voilà, donc nous l'avons vu, la situation s'est améliorée ces dernières années en France, sensiblement, en termes de nombre de tués et de morts, même si la situation n'est pas du tout encore satisfaisante en ce qui concerne les motos. Maintenant, un certain nombre de problèmes se posent, notamment, est-ce que l'on apprend bien à conduire ou à se comporter dans l'environnement routier? Bernard Darniche. Moi, je suis frappé de voir des gens qui sont jeunes quand même, hein, qui n'ont pas le permis depuis 75 000 ans comme moi. On pourrait admettre que j'ai oublié pas mal de choses, et je l'admets volontiers, mais ces jeunes-là, ça veut quand même dire qu'au départ, on ne leur a pas appris, puisqu'ils le découvrent. On ne peut pas imaginer qu'ils aient oublié tout ça. Donc ça veut dire qu'en amont de tout ça, il y a quand même une carence fondamentale de compréhension. Pour le permis de conduire? Pardon? Carence au niveau de ce que les automobilistes apprennent pour le permis de conduire? Mais bien entendu, parce que les auto-écoles n'ont pas le temps matériel ni les moyens financiers d'assumer la charge qu'elles devraient assumer, à savoir au moins 45 ou 50 heures d'enseignement. On pourrait admettre le fait que ces heures d'enseignement soient faites en amont en termes de comportement et uniquement de comportement. C'est-à-dire à l'école, à l'école, au lycée? Oui, bien sûr, de techniques de conduite, etc. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Je parle sous le contrôle de Monsieur le Ministre. Monsieur le délégué interministériel. Oui, bon, enfin, pour moi, c'est un ministre par rapport à la position qu'il occupe. Pas encore ministre. D'une façon transversale. C'est
Peut-être pas, oui, c'est pas très bien d'être ministre en ce moment, c'est vrai. Mais enfin, peu importe. Je trouve que les choses se mettent en place tranquillement, mais il y a une vraie carence derrière tout ça. Et c'est pas demain qu'on va modifier toutes ces choses. Je voulais dire tout à l'heure pour les motards revenir une chose très importante. C'est que on parle de fautes, comment dirais-je, d'accidents. Il y a un tiers des automobilistes qui ne voient pas clair. Comment voulez-vous qu'ils